3 minutes. Ah oui, voire 5. 3. Pardon. Je crois qu'on va réussir à faire le plein, ce qui est peut-être une première. Chers amis, bienvenue à la conférence annuelle de l'AFA. Bienvenue aux derniers venus. Vous allez trouver de la place. Dans les derniers rangs, ça vous apprendra. Quel plaisir d'ouvrir la saison arbitrale avec un auditoire si nombreux. Nous avons battu un nouveau record et vous en êtes la preuve cette année, plus de 400 pré-inscrits. La preuve de votre attachement à l'Association française d'arbitrage, qui existe depuis maintenant 66 ans. La preuve également de la qualité des intervenants et des interventions des conférencières et conférenciers précédents, qui contribuent chaque année à la dynamique toujours grandissante de notre conférence annuelle. Je vois Pierre Tercier. Mathieu de Boissaison devrait être ici, mais je ne le vois pas. Jean-Baptiste Racine, merci. Et je pense aussi à Marie-André Ngoué. Soyez-en remerciés. Alors certes, ce n'est pas encore tout à fait, quoique, l'affluence des JMJ. Mais je vais malgré tout emprunter au vocabulaire papal pour vous dire « n'ayez pas peur ». Mais que diable de quoi ? De cette feuille de papier que vous avez trouvée sur votre fauteuil et qui devra emporter dans un réflexe pavlovien ou une écriture automatique l'adhésion, bien sûr, à l'AFA. Et pour rester sous influence religieuse, osons le pari pascalien. Dans cette adhésion, il n'y a rien à perdre, à part une contribution financière minime et qui, dans tous les cas, vous honorera. Mais il y a tout à gagner. Mais de quoi ? Mais quoi, me direz-vous ? Eh bien, la preuve
de votre attachement à la défense et la promotion de l'exception francophone et civiliste dans le monde arbitral. Alors, petite crise d'autorité aidant, nous y voilà, d'autorité. Je vous invite, non, je vous exhorte à nous rejoindre. N'allez pas croire qu'un simple sourire suffira à destination des cinéphiles. L'adhésion sera le fidelio pour accéder au cocktail. Bon, à la réflexion, ce serait faire preuve d'un excès d'autorité, et je m'en garderai bien. Vous voilà donc sauvés pour un temps. En revanche, j'ai sans nul doute l'autorité pour remercier nos sponsors, Sophie Assure et FTI Consulting, de leur fidélité, et vous présenter la riche actualité de l'AFA au cours de cette année passée. À l'initiative de l'AFA, une émulation s'est créée avec 3 principales institutions d'arbitrage national européenne, à savoir le CEPANI, le NAI et le VIAC. C'est terrible, tous ces acronymes, mais voilà. Ensemble, nous intervenons au cours de la Paris Arbitration Week et maintenant également à l'occasion de la London International Dispute Week, et c'est à chaque fois un succès. Un autre exemple de dynamique européenne fut l'organisation de la conférence commune AFA-ASA à Genève, qui fut une première et un succès. Merci à Alexandra Johnson et à l'administrateur de l'AFA, Jalal El Adab, de l'avoir rendu possible. À ce propos, je signale une conférence qui se tiendra, Franck Arby, le 7 juin 2023, sur les différences culturelles que je vous recommande de voir, à laquelle je vous recommande d'assister. Je n'oublie pas la conférence magistrale de Mathieu de Boissaison sur la question morale dans l'arbitrage pour notre conférence annuelle 2022. Quant au dîner-débat, il a également fait salle comble. Nous le devons au professeur Kamalia Metieva, qui nous a entretenu des interférences entre arbitrage et espionnage. L'AFA est encore un partenaire actif de Sorbonne Arbitrage, initiative que nous devons à un autre de nos administrateurs, le professeur Thomas Clé, avec le soutien d'un autre administrateur de l'AFA, le professeur Sylvain Bollet. Quant au groupe de travail sur l'étude comparée du coût des procédures arbitrales et judiciaires, présidé par le professeur Maximin de Fontmichel et assisté de notre confrère Damien Deveau, il a continué ses travaux. L'actualité de l'AFA, c'est encore le plaisir d'avoir accueilli notre confrère, ancien bâtonnier de Rennes, Bruno Cressard, au conseil d'administration. C'est un spécialiste de l'arbitrage. Enfin, je profite de cette tribune pour exprimer à toutes et tous les administrateurs de l'AFA, comme chaque année, ma profonde reconnaissance pour leur implication dans la vie et dans le développement de l'institution. Cette reconnaissance, je dois maintenant aussi l'exprimer à titre posthume. À celle qui fut ma prédécesseur à la présidence de l'AFA, je veux parler de Geneviève Augendre. La promotion du MACIT cette année qui porte son nom est, je crois, bien représentée ce soir. Geneviève nous a quittés le 30 octobre de l'année dernière. Elle aura exercé la profession d'avocat pendant 72 ans. Il n'y a pas d'association professionnelle d'avocats qu'elle n'aura créée, dirigée ou créée et dirigée. L'UGA, la CNBF, Droit et Commerce et j'en passe. Ancienne membre du Conseil de l'Ordre, commandeur de la Légion d'honneur, grand officier dans l'Ordre du Mérite, j'ai, pour ma part, un regret, celui de ne pouvoir lui ajouter le titre de bâtonnière. Il lui était destiné. Qui d'autre aurait pu mieux être la première bâtonnière du barreau de Paris? Geneviève a présidé l'AFA pendant 13 ans, de 2002 à 2015, à la suite du bâtonnier Moléviéville qui avait succédé à Jean Robert et avant Bertrand Moreau. L'AFA, ce fut donc un peu sa fille, à laquelle je suis, nous sommes unis. Alors, aux gendres que je suis, aux gendres et aux brus que vous êtes, je dis, jeunes et moins jeunes, levons-nous pour applaudir Geneviève en témoignage du fait qu'elle restera toujours jeune dans notre souvenir.
Merci pour Geneviève, dont je veux dire encore qu'elle était un regard, une voix, une éloquence, une prestance, en bref, une autorité. On y revient. Autant de qualificatifs qui se prêtent tout aussi bien à notre invité du jour. J'en arrive à celui qui nous rassemble aujourd'hui. Parce que, cher Laurent, tu es aussi un regard, une voix, une éloquence, une prestance sans posture, en bref, une autorité. Une autorité que tu n'as pas exercée en Arabie, Laurent, mais d'abord dans l'apprentissage des langues O, pour la cultiver ensuite dans l'enseignement des lettres classiques. Et de lettres en articles, te voilà subjugué par l'étude des codes, à ce point empreint de matière juridique que tu finis agrégé aux facultés de droit. Aujourd'hui, professeur émérite de l'école de droit de la Sorbonne, si retraité de l'université tu es encore et toujours un très grand arbitre. En plus d'être encore et toujours un éminent civiliste, co-auteur avec Mallory d'un magistral traité de droit civil. Au demeurant, ce nom, Mallory, nous rapproche, puisque si tu as côtoyé Philippe, j'ai pour ma part plusieurs fois rencontré Jean, son frère, la légende de l'article dans mes projets groenlandais. Mais c'est une autre histoire. Alors, Laurent le Magnifique, peut-être, parce que tu as cette qualité érasmique des intellectuels de la Renaissance, d'appréhension globale et humaniste des choses du monde, et donc du droit, et donc de l'arbitrage. Et l'autorité te définit si bien qu'avec les notions de liberté et de justesse, elle a servi à qualifier ta pensée et tes travaux pour les mélanges qui te furent dédiés. Mais quand j'y pense, ce n'est pas un hasard d'évoquer le sujet de l'autorité à la suite du thème de la conférence annuelle de l'année passée. Parce qu'enfin, n'y aurait-il pas meilleur remède à la question morale que l'autorité ? L'autorité de celle ou celui qui est appelé à juger. En d'autres termes, la question morale dans l'arbitrage ne se résout-elle pas dans l'autorité de l'arbitre ? Encore faut-il comprendre ce que autorité recouvre. Un constat s'impose, il n'est jamais question d'autorité dans les index des traités de droit de l'arbitrage, si ce n'est pour évoquer l'autorité de chose jugée. Comment cette absence doit-elle se comprendre ? Est-ce parce que les arbitres seraient dépourvus d'autorité, ou au contraire parce que leur autorité serait une telle évidence qu'il ne serait pas utile de l'évoquer ? Bien sûr que les arbitres sont pourvus d'une autorité et qu'ils l'exercent. Mais l'autorité ne se réduit pas à l'idée de pouvoir, ni à l'idée d'exercice de ce pouvoir. Ce serait la réduire à une fonction régalienne, et elle y perdrait, paradoxalement, sa noblesse. En vérité, l'autorité transcende le pouvoir qu'elle a vocation à exercer. En le transcendant, elle rend ce pouvoir acceptable ou supportable selon le rapport qu'on entretient avec l'autorité. Et j'en viens à ce qui me semble essentiel. L'autorité permet le pouvoir, parce qu'à l'instar de ce que tu as écrit, Laurent, à propos de la loyauté, l'autorité ne se conçoit pour être effective que dans la relation. En d'autres termes, l'autorité assoit la légitimité, un mot cher à Alexis Moore, de celle ou celui qui rend la justice, et assoit donc la confiance, indispensable à l'acceptation de la décision juridictionnelle, parce qu'elle permet la croyance dans le juste de la décision. Ainsi, l'autorité crée la confiance, qui crée l'acceptation de la décision, ce qui suppose que cette autorité s'inscrive dans la relation et donc dans le dialogue. Autorité n'est pas arbitraire ni autoritarisme, autorité est dialogue. Elle naît du dialogue et survit par lui. La justice qui suppose l'autorité suppose donc également le dialogue. Sans autorité et donc sans dialogue, pas de justice. Quant au dialogue, il suppose, pour être effectif, de s'arrêter
puis de tendre l'oreille. Ce que le philosophe allemand Hartmut Rosa exprime par le verbe aufhören, qui porte ces deux sens. Alors, à l'attention des juges et des arbitres, je dis que la justice suppose ce temps d'arrêt pour tendre l'oreille, entrer dans le dialogue et donc en résonance avec les justiciables, ce qui convaincra ces justiciables de reconnaître à leur juge l'autorité, qui fondera la confiance dans leur jugement et facilitera l'exécution des décisions qu'ils pourront être amenés à rendre. CQFD. Mais je crois qu'il est temps que je m'applique le Aufhören pour vous permettre d'entrer maintenant en résonance avec notre intervenant. Aîné, tu l'es, mon cher Laurent, et ce n'est pas revenir sur les acquis de la Révolution si je te reconnais maintenant un droit d'aînesse en m'effaçant pour te confier le soin de nous édifier de ton autorité. Merci. Bien, merci, cher Marc, pour ces paroles amicales, très amicales. Je me demande d'ailleurs, après ce que tu as dit, ce qu'il me reste à dire de l'autorité. Pratiquement tout y est passé. Merci aussi à l'Association française d'arbitrage de me donner cette occasion de m'exprimer devant ses membres sur un sujet que j'ai choisi, je le reconnais, avec une grande imprudence. Il y a quelques mois, et lorsque je me suis mis à l'ouvrage, je me suis rendu compte que j'aurais mieux fait de m'abstenir. Vous en jugerez vous-même. L'autorité comme une pierre angulaire sur laquelle peut s'appuyer l'avenir, et nous le savons, indispensable dans toute société humaine. Hannah Arendt conclut ainsi son célèbre article intitulé précisément « Qu'est-ce que l'autorité ?», après avoir décrit avec méthode la disparition contemporaine de l'autorité, je cite, « car vivre dans un domaine politique sans l'autorité ni le savoir concomitant que la source de l'autorité transcende le pouvoir et ceux qui sont au pouvoir, veut dire se trouver à nouveau confronté, sans la confiance religieuse en un début sacré, ni la protection de normes de conduite traditionnelles et par conséquent évidentes, aux problèmes élémentaires du vivre ensemble des hommes. Le moins que l'on puisse dire est que ce constat, cet amer constat fait en 1958 par Hannah Arendt n'a cessé de se creuser et de révéler sa vérité. Ainsi, les mouvements de révolte récents, en France en tout cas, attestent de la disparition de toute autorité politique. Certes, la force demeure. C'est elle qui vient à bout de la révolte. Mais, comme nous le verrons bientôt, et pour citer à nouveau Hannah Arendt, là où la force est employée, l'autorité, proprement dite, a échoué. Les plus hauts dirigeants politiques, en tout cas dans notre pays, saturent de messages l'espace public sans parvenir à susciter l'obéissance. Et non d'ailleurs sur les questions essentielles de la vie en société, en particulier la question de la vie, la question de la mort, aucune conviction, et abandonne ces questions à l'avis de prétendus experts. Le Parlement est un espace d'affrontement, d'où ne sort aucun message porteur d'avenir. Et c'est du sentiment individuel de citoyens convoqués en convention citoyenne que l'on espère le dessein de l'avenir. Dans le domaine familial aussi, ceux qui sont chargés de l'exercer doutent du bien fondé de leur autorité et préfèrent ou la force ou la persuasion
quand ils ne préfèrent pas encore l'abandon. Force ou persuasion, l'une et l'autre exclusives de l'autorité. Ou trouver encore une autorité académique, une autorité intellectuelle, et même une autorité religieuse, alors que la parole individuelle, personnelle, spontanée, diffusée sans responsabilité par les réseaux sociaux à la face de la terre entière, tient lieu de loi à celui qui la profère. Alors, l'autorité du juge, au moins, surnage-t-elle dans cette déroute? On pourrait le croire, tant il est vrai que tout finit devant les tribunaux. La vie politique, bien sûr, la vie familiale et même la vie morale. Existe-t-il encore alors une autorité judiciaire? Je ne me réfère pas ici au titre 8 de la Constitution de 1958, qui en réalité ne dit rien de l'effectivité de cette autorité, mais se borne à en organiser l'exercice. Il ne s'agit pas non plus d'enquêter, comme l'a fait récemment une revue bien connue, sur le pouvoir judiciaire, pour constater ses empiétements contemporains sur les pouvoirs législatifs et exécutifs. Non, la question est de savoir si le jugement, en tant qu'œuvre du juge, échappe au doute général de l'époque contemporaine et peut s'imposer aux consciences autrement que par la force ou la persuasion. Si l'on accepte peut-être les décisions du Conseil constitutionnel, il y a de fortes raisons d'en douter. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le juge, dans la pensée française, initiée par la Révolution, puis fortement renforcée par l'Empire, le premier comme le second, puis la République, et en particulier la cinquième, le juge n'est qu'un applicateur de la loi, laquelle contient tout le droit et procure la justice. Le juge est recruté et formé en France sur le même modèle que les autres applicateurs de la loi, le préfet, le directeur de la sécurité sociale, les directeurs d'administration, avec certes quelques particularités seulement qu'induit sa fonction juridictionnelle. Deuxième raison, parce que le juge est membre d'un corps permanent de fonctionnaires interchangeables qui ne mettent pas leur personnalité dans le jugement, des êtres inanimés qui ne peuvent modérer ni la force ni la rigueur de la loi, écrivait Montesquieu. Sans doute, le déclin contemporain de la loi nationale et l'avènement de la supralégalité réclament-ils aujourd'hui autre chose du juge qu'un applicateur de la loi? Il n'en reste pas moins, ce juge, membre d'un corps permanent, assigné au service public offert en tant que service et non en tant que personne aux justiciables. C'est un point essentiel qui n'empêche pas naturellement les qualités individuelles des membres de ce corps. Mais ces qualités individuelles n'ont pas à s'exprimer dans le jugement, telle est la doxa française. C'est le lieu de revenir à Montesquieu sous un autre aspect. Dans le chapitre 6 de l'Esprit des lois, consacré à la Constitution d'Angleterre, il appelle, vous le savez, le pouvoir judiciaire puissance de juger, qu'il oppose précisément à la puissance exécutrice, dit-il, de l'État. Et d'ajouter, je cite, « La puissance de juger ne doit pas être donnée à un Sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple, dans certains temps de l'année, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert. De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, devient, pour ainsi dire, invisible et nulle. On n'a point continuellement les juges devant les yeux, et l'on craint la magistrature et non les magistrats. Et
Le baron de la Brède va même jusqu'à ajouter « Il faut même, dit-il, que dans les grandes accusations, le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges. » N'avez-vous pas reconnu dans ces lignes le principe même de l'arbitrage? Se pourrait-il donc que l'autorité qui a déserté les prétoires se soit réfugiée dans l'arbitrage? Encore nous faut-il préciser ce que l'on entendra par autorité. La notion est plus facile à saisir par ses effets que dans son essence. L'autorité entraîne l'obéissance. En cela, elle implique un rapport hiérarchique. Elle est une puissance. Mais elle ne le fait ni par la persuasion, ni par l'exercice d'une contrainte. Sa puissance, en quelque sorte, se renferme en elle-même. Elle ne requiert, elle ne nécessite ni le secours de la force, ni celui du consentement pour obtenir l'obéissance. L'étymologie peut aider à comprendre ce phénomène. Autorité vient d'auctoritas, un mot qui, précisément, n'a pas d'équivalent en grec et désigne une institution essentielle de la République romaine, le Sénat. Le Sénat n'exerce aucun pouvoir. Il se borne à autoriser, à augurer, augmenter, autoriser, donner du poids, légitimer les décisions du peuple, parce qu'il est composé des anciens, les pairs, les patresses, qui garantissent la fidélité des lois aux principes fondateurs. On connaît bien le témoignage de Cicéron, « cum potestas in populo, auctoritas in senatu sit », tandis que le pouvoir réside dans le peuple, l'autorité appartient au Sénat. Et suivant Mommsen, qui a examiné cette question de près, l'autorité du Sénat romain, je cite, est plus qu'un conseil et moins qu'un ordre, un avis auquel on ne peut passer outre sans dommage, car, dit-il, la volonté et les actions du peuple sont, comme celles des enfants, exposées à l'erreur et aux fautes, et demandent donc une augmentation, une argumentation et une confirmation de la part du Conseil des Anciens. De là, la formule bien connue qui figure un peu partout encore à Rome, SPQR, Senatus Populusque Romanus, qui témoigne de la primauté du Sénat. Auctoritas donne auctor, l'auctor est celui qui légitime, qui probat id qui agitur, ce n'est pas celui qui agit, c'est celui qui probat, en ce sens, qui augmente et consolide celui qui agit. L'autorité, vous le voyez, se distingue ainsi radicalement du pouvoir avec lequel elle est pourtant souvent confondue. Le pouvoir entraîne l'obéissance également, mais il l'entraîne par la force, par la contrainte. La puissance de l'autorité, au contraire, repose sur la conviction que celui qui en est pourvu possède des capacités qui le rendent digne de la soumission et de la confiance de ceux qui dépendent de lui. En d'autres termes, l'adhésion de ceux sur lesquels elle s'exerce. Je cite Madelin, « Là où s'arrête le domaine du pouvoir, commence celui de l'autorité. » L'auctoritas est donc fondée sur la fides, confiance, pourrait-on dire en français, tandis que la potestas est fondée sur la force. C'est en ce sens aussi que, tout près de nous, Jean Carbonnier fait de la jurisprudence avec une certaine malice, une autorité et non une source impérative du droit. Peut-on alors risquer l'affirmation suivante? De même qu'il existe des pouvoirs sans autorité, c'est peut-être d'ailleurs la source de la crise politique occidentale, il existe des autorités sans pouvoir.
L'arbitre, précisément, est un juge doté d'une autorité, mais sans pouvoir, tandis que le juge étatique, peut-être, est doté de pouvoir, que la conception française de son office l'empêche d'exercer à travers une autorité. L'arbitre, au contraire, n'a pas de pouvoir, mais seulement une autorité. C'est ce qu'il nous faut vérifier maintenant. L'observation de quelques manifestations de l'autorité de l'arbitre nous conduira à en identifier ou à tenter d'en identifier les fondements, mais aussi les dangers qui la menacent aujourd'hui. Suivant en premier lieu une démarche phénoménologique, je voudrais repérer avec vous quels sont, dans le déroulement du procès arbitral, les effets des décisions de l'arbitre qui correspondent exactement à la définition que nous avons donnée de l'autorité, des décisions qui provoquent l'obéissance sans recourir à la force ni à la persuasion. L'efficacité de ces décisions est connue, étudiée, mais elle est traditionnellement rattachée au caractère contractuel de l'arbitrage, comme si les décisions de l'arbitre n'étaient que le prolongement de la force obligatoire de la convention d'arbitrage. Or, nous allons voir précisément que cette explication traditionnelle est impuissante à rendre compte de trois phénomènes: le choix de la règle applicable au fond, la détermination des règles de la procédure et l'exercice de la police de l'audience, et naturellement l'autorité de chose jugée et l'opposabilité de la sentence au tiers. Ce sont des règles bien connues que je me bornerai à rappeler succinctement avant de partir à la recherche du fondement de ces décisions, de cette autorité qui traverse ces décisions. D'abord, le choix de la règle applicable au fond du litige. C'est ici, sans doute et en premier lieu, que se manifeste le plus clairement la différence entre l'office du juge et celui de l'arbitre. Le juge est un organe de la loi qu'il ne choisit pas, mais dont il se borne à être la bouche. Il n'est pas au fond l'auteur, auctor du jugement. C'est la loi qui, par sa bouche, procure la justice. L'arbitre, au contraire, est le véritable auctor du jugement. Non seulement, bien sûr, celui qui le fabrique matériellement et intellectuellement, mais surtout celui qui le crée de manière autonome. C'est l'un des sens du verbe augere, d'où nous viennent précisément auctoritas et auctor, fondé. Cela est évident lorsque le juge statue comme lorsque l'arbitre statue comme amiable compositeur. Nulle règle imposée de l'extérieur, c'est le sentiment de l'équité personnel à l'arbitre qui dicte le jugement. Or, il me faut rappeler que, jusqu'à une époque récente, la majorité des arbitrages administrés par la CCI étaient des arbitrages en amiable composition. Et l'histoire et la géographie nous enseignent qu'il y a un lien étroit entre la notion même d'arbitrage et l'équité. Mais même lorsque l'arbitre doit statuer en droit, il n'est pas l'applicateur d'une norme extérieure. Dans nombre de cas, il revient à l'arbitre de choisir la règle de droit qu'il juge appropriée. Et cette liberté est d'autant plus grande, nous le savons, que rares sont les États qui organisent un contrôle du choix opéré par l'arbitre et de la manière dont il met en œuvre ce choix, l'ordre public et le respect des lois de police étant naturellement réservés. Lorsque les parties ont procédé elles-mêmes au choix d'une loi de fond, ce choix s'impose certes à l'arbitre, mais il s'impose comme un élément de la prévisibilité à laquelle les parties se sont attachées, et non
comme une autorité à laquelle il devrait se plier. Cette autonomie de l'auctor, se manifeste encore dans le déroulement même du procès, à l'égard de la détermination des règles de procédure et de la police même de l'audience. Les textes sont clairs. Dans l'arbitrage interne, je cite, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques, sauf certains principes directeurs, et à moins que les parties n'en soient convenues autrement. Et dans l'arbitrage international, nous le savons, je cite à nouveau, dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin. Priorité à la convention, certes, le pouvoir de l'arbitre n'est que supplétif, théoriquement du moins, car, d'une part, la pratique montre que le supplétif est le plus fréquent. La plupart des procédures commençant par un ordre de procédure qui, s'il est débattu avec les parties, n'est pas convenu avec elles, à la différence de l'acte de mission. Dira-t-on qu'il n'en est pas moins le fruit de leur accord lointain ? Oui, si l'on ne craint pas l'artifice. D'autre part, de nombreuses voix s'élèvent en France et à l'étranger pour souligner que la convention des parties, lorsqu'elle existe, je cite, un auteur présent dans cette salle, trouve sa limite dans ce qui fait l'essence du pouvoir juridictionnel de l'arbitre, et même certains auteurs de souhaiter que l'arbitre dispose de la liberté nécessaire à l'exercice de sa fonction de juge, afin qu'il soit le maître de la procédure, quelle que soit la convention des parties. Au demeurant, à quel titre l'arbitre règle-t-il la communication des pièces, la comparution des témoins, le temps de parole des conseils, le recours à un expert ? On voit bien que l'absence d'impérium ne l'empêche pas d'imposer aux parties des obligations de comportement, en cours d'instance notamment, auxquelles elles obéissent spontanément et dont le caractère obligatoire ne peut sans artifice trouver sa cause dans un accord des parties. Comme l'a jugé la Cour de Paris dans un arrêt célèbre, l'absence d'impérium de l'arbitre a seulement pour conséquence de le priver de tout pouvoir coercitif à l'égard des parties et des tiers, en subordonnant l'efficacité de sa décision à l'exéquatur de l'autorité publique. L'efficacité de sa décision, non, précisément, inutile d'avoir un pouvoir coercitif, il suffit d'avoir une autorité. Et elle ne lui interdit pas, poursuit la Cour d'appel, ne lui interdit pas en revanche, lorsque telle est sa mission, de prescrire aux parties des obligations de faire, sauf à faire dépendre l'exécution forcée de sa décision du contrôle préalable de l'autorité publique. En pratique, les parties obéissent. En attendant, la décision de l'arbitre est précisément juridiquement obligatoire, ce qui nous conduit à l'autorité de la chose jugée et à l'opposabilité de la sentence. Cette confusion entre le caractère obligatoire de la décision et l'impérium du juge et dont l'arbitre est privé a longtemps conduit la France à dénier à la sentence non exéquaturée l'autorité de chose jugée. Aujourd'hui, en France, comme dans un grand nombre de pays étrangers, la confusion est dissipée en matière interne et internationale. La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Arrêtons-nous quelques instants sur ce phénomène qui est devenu familier. Pourquoi cette autorité de la chose jugée ? Si l'on s'en tenait à l'effet négatif de la règle, on pourrait encore y voir l'écho de la convention originaire. En s'engageant à soumettre leur litige à l'arbitre, les parties s'interdisent de le soumettre à nouveau à un autre juge ou à un autre arbitre, une fois la sentence rendue. Mais que dire alors de l'effet positif de la chose jugée ?
Dans un litige différent, l'une des parties pourra, de manière incidente, opposer à l'autre la décision de l'arbitre et exiger du juge ou de l'arbitre, saisi en second, qu'il donne plein effet au raisonnement du premier, en l'intégrant dans son propre raisonnement. N'est-ce pas que la vérification juridictionnelle à laquelle a procédé le premier s'impose comme une vérité? Et que dire alors de l'opposabilité de la sentence au tiers? Comme l'a relevé un auteur, la jurisprudence ne se contente pas d'affirmer que la situation juridique résultant de la sentence fait partie de l'ordonnancement juridique que les tiers doivent respecter. Elle va beaucoup plus loin et attache à l'opposabilité des conséquences bien plus radicales, d'autant plus que l'opposabilité n'est pas seulement attachée au dispositif diffus de la sentence, comme le montre un célèbre arrêt de la Cour de cassation rendu en 2007, certes critiqué par de nombreux auteurs. Cette opposabilité, au service de la cohérence de l'ordonnancement juridique, n'est pas, me semble-t-il, en elle-même critiquable, car elle montre que l'arbitre, au même titre que le juge, contribue à la formation du droit. Mais elle implique, bien sûr, que le tiers puisse disposer d'un moyen de débattre de manière contradictoire de la sentence qu'on lui oppose lorsqu'elle porte atteinte à ses droits. Ainsi, il est clair que cet état du droit positif atteste de l'existence d'une autorité propre de l'arbitre, que l'on ne peut fonder sans artifice, je le dis à plusieurs reprises, sur le caractère conventionnel de l'arbitrage. On avance aussi, à titre complémentaire aujourd'hui, le caractère juridictionnel de la mission de l'arbitre, qui compléterait le caractère conventionnel. Mais ce caractère juridictionnel n'est-il pas plutôt la conséquence que le fondement de son autorité? Alors, quel est le fondement de cette autorité? La question est simple, ramenée à quelques éléments fondamentaux. Qu'est-ce qui permet au discours de l'arbitre? L'arbitre, une personne quelconque, qui peut n'être même pas un juriste. Qu'est-ce qui permet à ce discours de devenir règle de droit, de devoir être obéi, bref, d'avoir autorité? Vous vous souviendrez sûrement que c'est cette interrogation surprise qui était au cœur des commentaires journalistiques d'affaires arbitrales qui ont fait grand bruit. Par exemple, Youkos, par exemple, Tapi. Et c'est aussi cette interrogation qui secoue la critique contemporaine de l'arbitrage d'investissement. Il y a donc une première réponse un peu courte, la volonté des parties. La volonté des parties à l'arbitrage, un peu courte pour trois raisons. D'abord, nous venons de le voir, l'autorité de l'arbitre déborde largement du champ délimité par les parties contractantes. Ensuite, la volonté de celle-ci en matière d'arbitrage est souvent lointaine, logée dans une vieille clause compromissoire. Elle est souvent supposée, elle est souvent fictive, en raison des nombreuses extensions de la compétence arbitrale, en raison de la règle matérielle française qui gouverne la compétence arbitrale, en raison également du désintérêt que manifestent les tribunaux pour la volonté réelle des parties. Et d'ailleurs, si l'on regarde la question du point de vue de l'arbitrage d'investissement, peut-on réellement parler d'une volonté d'un État en la matière? Cette volonté a-t-elle une réelle substance? Surtout, invoquer la volonté contractuelle pour fonder l'autorité de l'arbitre, n'est-ce pas confondre la condition d'existence d'un phénomène avec son essence? L'essence de l'autorité, je vous le concède bien volontiers, est mystérieuse. Qu'est-ce qui confère aux actes de l'arbitre la puissance qui les rend obligatoires, sans qu'ils soient propulsés par la force,
ni accepté par conviction. De l'avis de quelques auteurs, ils sont rares qui ont cherché à percer le mystère de l'autorité. C'est, en tout cas pour celle du juge, la relation très étroite à la justice qui s'impose. L'autorité a pour fondement la justice. Platon avait déjà fait de la justice l'ultime fondement du pouvoir, l'autorité du juge n'étant légitime qu'au service de la justice. Ce qu'a repris plus récemment Alexandre Kojève dans l'essai précisément intitulé « La notion d'autorité », publié à titre posthume par François Terré, comparant 4 autorités qu'il qualifie de pures dans la société: l'autorité du père, l'autorité du chef, l'autorité du maître et l'autorité du juge. Il écrit que l'autorité personnelle du juge tient uniquement à son équité, étant ainsi, dit-il, un cas pur d'autorité de la justice. Et d'ajouter, je cite, « On le voit nettement dans la variante de l'autorité de l'arbitre, qui est, à vrai dire, non pas une variante, mais le type pur. C'est l'autorité du juge qui est une variante de l'autorité de l'arbitre. Si l'on ne réagit pas contre les actes, le jugement d'un arbitre librement choisi, c'est qu'on suppose son impartialité, c'est-à-dire le fait qu'il incarne, pour ainsi dire, la justice. D'une manière générale, dit-il, la potentia de l'impartialité, de l'objectivité, du désintéressement, etc., engendre toujours une autorité. Et renchérissant quelques dizaines d'années plus tard sur cet auteur qu'il avait largement contribué à faire connaître, François Terré, dans un article intitulé « L'arbitrage, essence du juridique », écrira, je cite, « Que reste-t-il du droit quand on l'a dégagé de toutes ses règles, décisions ou recommandations qui se réclament de lui dans le même temps qu'elles en compliquent le paysage et en obscurcissent la compréhension, il reste le logos de celui qui, mortel parmi les mortels, voire profane parmi les savants, discerne et dit le juste, dont le droit est la réalisation même, et d'ajouter « Que reste-t-il alors du droit quand il est ainsi dépouillé ? En un mot, l'arbitre. » Ainsi, n'y a-t-il pas à proprement parler de processus qui fasse advenir l'autorité? De par son essence, l'autorité est de génération spontanée. Encore faut-il qu'elle se manifeste. C'est le rôle de l'élection, c'est-à-dire du choix de l'arbitre. Ce choix, l'investiture de l'arbitre, ne crée pas son autorité. Il la révèle, il la reconnaît, il la spécialise en l'appliquant à un litige particulier, conférant ainsi à ce tiers impartial et désintéressé, nous dit Kojève, le prestige qui provoquera l'obéissance. Le centre de gravité de l'arbitrage se trouve ainsi déplacé du contrat vers le choix de la personne de l'arbitre. C'est ce choix qui est vraiment caractéristique de l'arbitrage, car c'est lui qui permet de reconnaître, de révéler l'autorité de l'arbitre. Par conséquent, la convention d'arbitrage, devrait-on dire, a pour principal objet de permettre aux parties de choisir leur juge et de se disposer à reconnaître son autorité, plutôt qu'un consentement donné par avance, dans le vague, à tout ce que décidera l'arbitre. C'est l'élection d'une personne qui libérera concrètement l'autorité dont jouit tout tiers impartial et désintéressé. Nous retrouvons ainsi, mais fondée autrement que par le contrat lui-même, l'affirmation séculaire suivant laquelle tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage. Il ne faut pas se cacher, cependant, que l'autorité de l'arbitre
est aujourd'hui menacée. Elle est menacée de l'extérieur, elle est menacée de l'intérieur. Elle est menacée de l'extérieur d'abord. Elle l'est notamment par les manœuvres innombrables qui tendent à remettre en cause, par tactique procédurale, soit l'élection de l'arbitre par les partis, soit la décision de l'arbitre élu. Bien sûr, il n'est pas question d'éviter le contrôle, la sanction de la partialité ou de l'impartialité et de l'indépendance de l'arbitre. Mais les institutions qui exercent ce contrôle devraient comprendre qu'en prêtant la main aux entreprises de déstabilisation du tribunal arbitral, en se contentant facilement de signes de nature à mettre en cause aux yeux de l'une des parties l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre élu, elles ruinent le cœur même de l'arbitrage, c'est-à-dire l'élection de l'arbitre. L'étape suivante sera bientôt la désignation systématique de l'arbitre par l'institution. Et puis l'étape ultime, pourquoi pas, la sentence rendue par l'institution. Il n'y aura plus d'autorité, mais tout au plus un pouvoir. De même, l'idée que l'on promeut de ci, de là, parfois, d'un corps d'arbitres présélectionnés, parmi lesquels les partis devraient élire nécessairement leur arbitre, de même que l'idée voisine d'une jurisprudence arbitrale à laquelle l'arbitre devrait se conformer porte, m'apparaît-il, en germe la mort de l'autorité. Non, l'arbitre est une personne unique, autonome et spécialement élue dans un litige déterminé. De même encore, le développement du contrôle de la décision arbitrale, porté aujourd'hui par l'allégation quasi systématique de la corruption, porte en germe la mort de l'arbitrage. Ce n'est pas qu'il faille admettre que l'arbitrage puisse consacrer une opération illicite, mais il faut dire que c'est à l'arbitre de se prononcer. C'est lui seul qui a autorité. S'il l'a fait, justice est rendue. Les menaces viennent aussi de l'intérieur. Le caractère central de l'élection est aussi une exigence pour les arbitres. Le prestige qui en résultera et permettra l'exercice de l'autorité implique fondamentalement, bien sûr, impartialité et indépendance. Ce sont là deux exigences, mais qui ne concernent pas seulement les situations ou les relations des arbitres dans le passé, comme on le croit souvent. Il s'agit plutôt d'exigences constantes qui impliquent de l'arbitre un travail permanent de libération, de lâcher-prise, afin que la justice trouve sa voie et que la puissance de juger devienne, pour reprendre le mot de Montesquieu par lequel nous avons commencé, pour ainsi dire, invisible et nulle. Mesdames, Messieurs, chers amis, à la différence de l'exercice du pouvoir, qui parfois peut procurer une jouissance, l'exercice de l'autorité est entièrement altruiste. C'est un service social. L'arbitre est débiteur de son autorité envers les partis qui l'ont choisi, envers le système juridique qui la consacre, envers la justice même qui la fonde. Un devoir qui est aussi, pour l'arbitre, une exigence. C'est à ce prix seulement que dans notre monde chaotique, l'arbitrage conservera une légitimité universelle. Je vous remercie. Un immense merci, Laurent, pour cette extraordinaire intervention qui appelle plein de questions. Et
Alors, tu parles du lâcher-prise, on ne va pas tout de suite lâcher prise, mais ça rejoint un peu ce concept de Aufhören dont je parlais. C'est intéressant. Tu commençais ton intervention par peut-être la crise d'autorité que subit la justice étatique, je crois qu'on peut le dire, et cette justice étatique et en fait, cette crise d'autorité, me semble-t-il, elle vient d'une crise de confiance dans les autorités. Et à quoi cela est dû? C'est parce que je pense que le justiciable croit de moins en moins dans la justesse de la décision qui est rendue. Et la raison, me semble-t-il, tient au fait, et c'est pour ça que je me suis permis d'insister, au fait que le dialogue se rétrécit à vue d'œil. Mes confrères et consoeurs qui pratiquent le judiciaire pourront en témoigner. Le dialogue est de plus en plus difficile, même si, évidemment, je ne dis pas qu'il a disparu, mais il est de plus en plus difficile avec l'autorité judiciaire. Et quand il n'y a plus de dialogue, on a évidemment plus de mal à croire dans la justesse de la décision qui est rendue. Alors, merci encore. Bon, il y a beaucoup de choses. Est-ce que dans la salle, certains veulent réagir? On a parlé de légitimité. On aurait pu parler, je vois Sylvain, alors j'ai pas mes lunettes, mais je crois qu'il est au fond de la salle. On pourrait parler des pouvoirs inhérents de l'arbitre, parce qu'il me semble qu'avec l'autorité, il y a certainement des liens, et ce qui fonde ces pouvoirs inhérents, il me semble qu'on peut le trouver dans l'autorité de l'arbitre. Et puis la légitimité de l'arbitrage. Notre ami Alexis Moore pourrait également dire un mot. Il me semble qu'elle peut se trouver aussi dans l'autorité de l'arbitre. Voilà, donc plein de pistes de réflexion. Est-ce que dans la salle, certains veulent intervenir? N'ayez pas peur, pour reprendre le mot. Pierre Guerder, doyen honoraire de la Cour de cassation. Je remercie vivement le professeur Henès de sa conférence qui a été brillante. Je m'attendais à une démonstration très brillante, je n'ai pas été déçu. Néanmoins, je suis obligé de vous dire, puisque j'étais juge et puisque j'ai été aussi arbitre, que je ne suis pas d'accord avec cette opposition du juge à l'arbitre. Vous n'avez pas du tout parlé d'ailleurs du juge d'appui dans votre propos. Pourtant, le juge d'appui existe dans la procédure d'arbitrage et il n'est pas neutre. Il est là pour fournir un recours ou un secours. Il arrive en effet que ce soit le juge d'appui qui désigne éventuellement l'arbitre, ce qui altère la liberté de choix des parties, sans doute, mais ce qui rapproche l'arbitre du juge. Donc pour moi, au départ, je n'avais pas intellectuellement conçu de différence entre le rôle de l'arbitre et le rôle du juge, ou le pouvoir de l'arbitre et le pouvoir du juge. Pour moi, c'est la même chose. L'arbitre, dans une instance, il peut manifester son autorité dès le départ, dans la mesure où c'est les parties s'abstiennent de comparaître, ou l'une d'elles en général, c'est peut-être le défendeur qui tarde à venir dans l'arbitrage, il a le pouvoir de le convoquer. C'est naturellement dans ses attributions pour mettre en place l'arbitrage. Ensuite, à travers un procès-verbal d'arbitrage, à travers des réunions, à travers un acte de mission, certes, il convient avec les parties des modalités procédurales de l'arbitrage, mais le calendrier, c'est lui qui en a ensuite la responsabilité. S'il y a une difficulté durant la procédure, si des parties s'abstiennent de produire des pièces, il me semble que l'arbitre a le pouvoir d'enjoindre la production de pièces, et il me semble qu'il peut le faire sous astreinte, ce qui est quand même un pouvoir coercitif. Donc je ne suis pas tellement convaincu qu'il faille faire la différence entre l'arbitre et le juge à ce point. Ils sont tous les deux, d'ailleurs, vous l'avez bien souligné, au service de la justice, et il me plaît de penser quand même que, encore à l'heure actuelle, malgré la crise, le juge étatique demeure au service de la justice. Donc je pense qu'il faudrait peut-être, à cet égard, atténuer un peu l'opposition qui est germée. Certes, il y a une crise du pouvoir politique. Sans doute, il y a une crise aussi du pouvoir du côté de l'autorité judiciaire. Ça n'est pas un pouvoir judiciaire, d'ailleurs, nous en sommes bien conscients. Que l'autorité soit affaiblie pour différentes raisons, c'est possible, mais néanmoins, le juge lui-même
qui n'est pas la bouche de la loi seulement le juge étatique. Il interprète la loi. Et on interprète la loi parfois, il la fait progresser, on va vers la jurisprudence. Il me semble quand même que c'est un peu réducteur de l'opposer comme cela a été fait. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur le propos de valorisation de l'arbitre. Je pense que l'arbitre a une fonction essentielle. Et qu'à partir du moment où il est désigné, il a une fonction de juge. Mais cette fonction de juge, je la limite totalement à celle du juge étatique. Donc voilà, à cet égard-là, je me sépare un peu de l'orateur, pardonnez-moi. Peut-être que Laurent veut... Non, pas question de vous pardonner. Non pas que vous ne soyez pas pardonnable, mais parce que ce n'est pas une question de pardon, c'est une question de point de vue. J'entends tout à fait ce que vous dites et il n'est pas étonnant qu'un juge judiciaire ait cette réaction. Je vais m'expliquer en un mot sur cette question. Dans la tradition française, le juge rend la justice au nom du peuple français. Le juge dispose de pouvoir, ne serait-ce que la fameuse formule exécutoire qu'il appose à la fin de sa décision. Et en tout cas, traditionnellement, le juge ne fait qu'appliquer la loi. Ce sont là trois différences fondamentales avec la manière dont un arbitre rend la justice. Et ce sont des différences qui nous obligent à rechercher quel est le fondement de l'autorité de l'arbitre, alors qu'on ne peut pas la trouver ni dans un État qui l'investit, ni dans une règle de droit qu'il serait chargé d'appliquer, ni dans un autre système. Voilà. Et donc, il est bien certain que cette conception initiale du juge, qui est encore très présente dans la Constitution de la Ve République, qui est encore très présente dans la création de l'école de la magistrature, cette conception du juge, probablement, ne correspond plus à la réalité de ce que doit faire le juge aujourd'hui dans notre société, et que c'est probablement une des raisons pour lesquelles l'institution grince de toutes parts. Bon. Il n'en reste pas moins que la question de l'autorité du juge français, et non pas du juge avec un grand J, qui est le seul que prennent en considération notamment les auteurs que j'ai cités, la question de l'autorité du juge avec un petit J ne se pose pas véritablement. La vraie question qui se pose, c'est l'exercice de ses pouvoirs. Il est investi de pouvoir et par conséquent, on ne peut pas dire que le juge judiciaire se fasse obéir sans avoir recours à la force ni à la persuasion du seul fait qu'il a rendu un jugement. Et c'est là toute la différence avec la sentence arbitrale ou les décisions de l'arbitre en général et la sentence arbitrale en particulier. Voilà, que les deux institutions soient au service de la justice, il faut le souhaiter, mais ce n'est pas cela qui fonde l'autorité, en tout cas l'autorité du juge. Il n'y a pas besoin de ce fondement. Il y a d'autres différences importantes, mais c'est plus simplement souligner que cette opposition paraît continuer à être exacte entre, d'un côté, le juge judiciaire qui a des pouvoirs, mais dont on se demande s'il a une autorité propre. Quand j'entends par autorité, l'autorité de l'auctor, l'autorité de celui qui crée, ce que précisément toute la tradition révolutionnaire a voulu lui retirer, l'aptitude à créer, d'un côté, et de l'autre, au contraire, l'autorité de l'arbitre, qui ne peut trouver qu'en elle-même son fondement, et de ce point de vue-là, les deux institutions sont radicalement différentes, me semble-t-il. Oui. Walid Benhamida, professeur de droit à l'Université de Lille. Pourquoi on ne considère pas que le fondement de l'autorité de l'arbitre doit se retrouver dans les lois nationales sur l'arbitrage? Parce que finalement, ce sont ces lois qui lui accordent le droit de choisir le droit applicable à défaut de choix, ce sont ces lois qui lui accordent le droit de déterminer la procédure à défaut de choix, et ce sont ces lois qui considèrent que la sentence a l'autorité de la chose jugée. Votre question, c'est pourquoi le fondement de l'autorité de l'arbitre, finalement, doit se trouver dans les lois nationales sur l'arbitrage, qui accordent à l'arbitre tout ses prérogatives. Je ne crois pas que les lois nationales confèrent l'autorité.
les lois nationales reconnaissent cette autorité, s'inclinent devant cette autorité, et d'ailleurs se pose la question de la compétence des lois nationales, notamment en matière d'arbitrage international, sur le phénomène même de la décision. Voyez ? Donc je pense que dire que l'arbitre a autorité parce que la loi lui donne le droit de choisir les règles applicables au fond, le droit de choisir les règles de procédure, et que c'est de là que vient son autorité, me semble-t-il, est un peu court. C'est une reconnaissance de l'autorité de l'arbitre. Mais l'autorité déborde largement. Il n'y a pas d'investiture par la loi. Moi, il me semble que c'est une réduction de l'arbitrage. C'est donner un fondement positiviste à l'arbitrage, c'est justement ce que l'on ne veut pas. Parce que, voilà. Mais Christophe Duguay. Merci. Je vous remercie pour votre intervention brillante et éclairante et qui donne beaucoup à penser. Pour revenir sur les échanges qui ont eu lieu, il me semble que l'autorité de l'arbitre, et par opposition à celle du juge, est à voir dans le rapport entre les parties et l'arbitre, et dans le fait que les parties exercent leur liberté pour faire un choix, le choix de se soumettre à quelqu'un pour leur dire le juste. Et c'est ça, à mon sens, qui fonde toute la différence. C'est un juste qui est choisi, une soumission qui est choisie et qui n'est pas subie. C'est là, me semble-t-il, l'essence de la différence entre les deux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que j'ai voulu montrer. Le cœur étant l'élection, pas seulement la décision de se soumettre par avance, voyez. Le cœur et l'élection, je suis tout à fait de votre avis. Et que je voulais souligner également, mais ça, beaucoup de praticiens de l'arbitrage et de commentateurs des décisions en matière d'arbitrage le savent, on ne peut pas réduire l'autorité de l'arbitre au simple cercle des parties au litige. Et notamment les développements contemporains de l'opposabilité montrent bien qu'il existe une autorité qui déborde le strict domaine de l'échange des consentements entre les parties. Oui, Guido Carducci, merci beaucoup, monsieur le professeur Enès. Non, très simplement, vous n'avez pas fait une distinction entre arbitre statuant dans un litige interne et arbitre statuant dans un litige international. Et je ne dis pas qu'il faille faire la distinction, mais vous n'en avez pas faite. Je parle d'arbitrage international au sens classique du CPC, je ne parle pas de traité, investissement, etc. Donc, je vous pose la question, est-ce que vos propos, faudrait-il, d'après vous, les modifier légèrement, ou peut-être pas du tout, ou peut-être beaucoup, selon la nature interne ou internationale du litige? Je vous remercie. Oui, comme vous le savez, cette distinction entre arbitrage interne et international n'est pas universelle. Et donc, le fait qu'elle ne soit pas universelle, déjà, soulève une question concernant sa légitimité. Elle est pratique, sans doute, mais elle n'est pas universelle et donc elle n'est pas nécessairement fondée en raison. Voilà. Cela dit, je pense personnellement que, s'agissant de l'autorité, une telle distinction ne se justifierait pas. Hein. Dans tous les cas, il s'agit, enfin, en tout cas, le fondement est le même, si on veut bien le reconnaître dans celui que j'ai indiqué. La distinction entre interne et international n'a pas de sens. Merci. Moi, je voulais dire, quand on parlait du fondement de l'autorité, j'y vois l'indépendance. Et puis, enfin, tu l'as dit, et puis la confiance, encore une fois, on insiste, mais dans le rapport que l'on a, me semble-t-il, avec l'autorité judiciaire, c'est ce lien de la désignation, elle vient du contrat social. Et donc on accepte l'impérium parce que on est censé avoir délégué, on est censé avoir accepté le fait que des personnes vont nous juger. Et voilà. Or, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance dans ce contrat social. Et finalement, et ça donne toute sa force et sa dimension à l'arbitrage,
parce que l'arbitrage repose sur, et tu l'as très bien rappelé Christophe, sur le fait de contribuer à la désignation des personnes qui vont nous juger. Je crois que c'est absolument essentiel. Tu as parlé d'une dérive potentielle et je crois qu'il faut vraiment s'inscrire en faux, il faut vraiment la combattre. L'arbitrage, c'est pouvoir contribuer à la désignation des personnes qui vont nous juger, puisque certes, encore une fois, dans l'autorité judiciaire, on y contribue par le contrat social, mais ce contrat, il est quand même très distendu aujourd'hui, alors que dans l'arbitrage, on contribue directement à la désignation des personnes qui vont nous juger, et donc on contribue à la confiance, et je crois que l'autorité, elle vient de la confiance. Voilà. Marc, oui, j'ai pris le micro. Oui, Laurent, tu as bien fait. Merci Laurent pour cette conférence qui est passionnante sur un sujet que tu incarnes. Et à ce sujet, on pourrait parler d'autorité naturelle. Pendant ta conférence, tu as présenté comme un danger pour l'autorité de l'arbitre le fait que les parties puissent mettre en cause son impartialité ou son indépendance. Mais si l'autorité de l'arbitre découle de cette impartialité, n'est-il pas sain que l'arbitre doive en rendre compte et qu'un tiers puisse en juger pour la valider? Et cette autorité ne sort-elle pas renforcée si justement elle a été mise en cause, mais finalement si elle sort victorieuse, si l'arbitre sort victorieux de ce test de son impartialité? Je suis tout à fait d'accord. Je ne conteste pas du tout que l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre puissent faire l'objet d'un examen, d'un contrôle et éventuellement être sanctionnés. Ce que j'ai voulu simplement souligner, c'est une question de plus ou de moins, aurait dit Mallory. C'est-à-dire que ce n'est pas le principe même du contrôle qui est en cause, c'est la manière dont il est aujourd'hui exercé. Et je me réfère à certaines décisions récentes d'institutions chargées précisément d'exercer ce contrôle, qui passent complètement sous silence l'élément fondamental qui est l'élection, qui devrait l'emporter, pas nécessairement contre toute manifestation de partialité, mais qui devrait toujours être présent à l'esprit. Si on remet en cause l'élection, et il est des cas dans lesquels elle est nécessaire, lorsqu'il y a partialité ou lorsqu'il y a conflit, et notamment conflit d'intérêts, c'est absolument nécessaire. Ce que je dis simplement, c'est que le fait de remettre facilement, de plus en plus facilement en cause ce phénomène de l'élection, porte en germe une atteinte à l'arbitrage lui-même. Je ne veux pas dire du tout qu'il ne faille pas qu'il y ait de contrôle. C'est plutôt la manière dont il est exercé. Je dirais encore que oui, l'autorité crée la conviction, enfin vous allez dire que je radote, mais elle crée la conviction et donc l'adhésion. C'est pour ça que c'est tellement indispensable, me semble-t-il. Ce que montrent les auteurs qui ont beaucoup travaillé sur l'autorité, pas seulement l'autorité du juge ou ni de l'arbitre, c'est ce troisième mode d'obéissance. C'est-à-dire, il y a l'obéissance par la force, ce qu'on appelle le pouvoir, il y a l'obéissance par la conviction, ce qu'on appelle la discussion, et le consentement, le convaincu consent. Et puis entre les deux, il y a le phénomène de l'autorité qui crée une obéissance sans la force et sans la conviction, par un phénomène de consensus général. Oui, bonsoir, j'ai le micro. Adèle, étudiant au sein du Master Massy, dirigé par professeur Maximin de Fontmichel. Merci beaucoup pour cette conférence, cette intervention. Au fond, la question que je souhaiterais vous poser, et que le Massy entier souhaiterait également vous poser, c'est, au fond, je crois, Philippe Pouchard, professeur Fouchard, en parlait dans son article « Où va l'arbitrage international ?» C'est de savoir si on débat de l'autorité de l'arbitre aujourd'hui, dans une instance arbitrale, est-ce qu'au fond, ce n'est pas en raison d'un raidissement ou d'une judiciarisation de l'arbitrage? Merci beaucoup. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Philippe Fouchard l'avait déjà dénoncé. J'en ai dit un mot, c'est-à-dire la judiciarisation, c'est-à-dire le fait de ne pas s'incliner, de refuser de s'incliner devant l'autorité de l'arbitre, avec ses conséquences, la remise en cause de la décision, la remise en cause systématique de la décision, bien entendu, ruine
est de nature à ruiner, à force, si je puis dire, l'autorité même de l'arbitre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de contrôle, mais dans ce contrôle, on devrait commencer par prendre en considération ce caractère essentiel de l'autorité. C'est-à-dire le fait que, fondamentalement, mais beaucoup de juridictions le font, fondamentalement, on est en présence d'une œuvre dont l'auteur est l'arbitre lui-même, et non pas telle ou telle règle de droit ou tel principe, et l'arbitre lui-même. Et qu'en principe, il doit être respecté en tant qu'œuvre d'un auteur investi précisément de l'autorité. Et qu'ensuite seulement, un contrôle puisse être exercé, soit sous l'ordre de l'ordre public ou des notions de ce type. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la remise en cause systématique tend à nier le caractère profondément original et unique de la sentence en ce qu'elle se rapporte à un homme qui a fait l'objet d'une élection. Vous voyez? Là encore, c'est une question de plus ou de moins. Il ne s'agit pas de revenir sur les principes eux-mêmes, mais d'être vigilant sur la manière dont sont appliquées ces différentes procédures de recours et de contrôle. Merci. Tu posais la question, que reste-t-il du droit quand il est dépouillé? J'ajouterais du positivisme. Effectivement, il reste l'arbitre. Je crois qu'on partage la même vision de l'arbitrage, et Pierre Meyer le saura parce que c'était une constante dans ma thèse. Quand on dépouille et quand on revient effectivement, et quand on dépouille la justice du positivisme, on en revient à la justice classique grecque et au dialogue, au sum cuique tribure, c'est-à-dire rétablir l'équilibre. Et c'est la meilleure mission que l'on peut assigner aux arbitres. Sur ces bonnes paroles, je pense que... J'avais juste une petite question. Ah bah formidable. Voilà. J'ai levé la main, excusez-moi. Je ne vais pas rallonger la séance, mais je m'appelle Nouria Beauvais, je suis avocate à Barcelone et à Paris. Et je suis vraiment convaincue de l'importance de l'arbitrage, et surtout de l'arbitrage international. Je sais qu'en France, c'est un outil formidable qui nous est proposé. Et je suis navrée de voir qu'il est remis en cause très souvent dans les médias. Vraiment, c'est remis en cause, mais il y a une espèce de méconnaissance orientée, je ne sais pas par qui, si c'est la France Insoumise, je crois, mais c'est quand même navrant quand il parle de la justice privée, de la justice je sais pas quoi, c'est tout d'un coup, c'est la justice pour les riches. C'est vraiment, il faudrait peut-être faire une campagne d'information des médias là, pour leur apprendre un petit peu le droit. Voilà, l'arbitrage. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai adoré votre intervention. C'est super. Merci. Alors, il nous faut clore, vous l'aurez compris, la conférence. Merci à tous les intervenants pour des échanges qui feront sans nul doute autorité. Merci à tous et à toutes d'être venus. Cher Laurent, un très grand merci encore pour ta remarquable intervention. Pour citer le regretté Kundera, la sagesse, c'est ne pas avoir réponse à tout, c'est avoir question à tout. Alors, assurément, en plus d'être mon aîné, tu es certainement un sage, parce que tu auras su nous élever en nous questionnant. Il est donc temps d'aller trouver, sinon in vino, mais surtout in bullis, les réponses aux questions que tu auras suscitées d'autorité. Merci. Ah oui, mais c'est bien qu'il est... Non.